تيمسيوين فلاتون بركة درنخ أسد لي إجران تيجيراني بنا الساد اللي دي نخت درام كله يمسنو بشن اللي دي حضرنين راونتيني تنميرت النون اللي ياخ بديد فارز كي جت زغ كله ماني زغو مضال tous les coins du monde راونتيني. Bonsoir et bienvenue à ce dernier jour de ces conférences débats organisées dans le cadre de l'université d'été Amazir. Bonsoir monsieur Abdelahi Tous. Bonsoir, Azul Filaoun. Azul, tout d'abord, je tiens à vous remercier, à vous présenter nos excuses pour les problèmes imprévus au niveau de la connexion qui n'ont pas permis de diffuser la conférence de mercredi. Ça arrive, les problèmes techniques, ça arrive, donc on s'habitue avec Covid et avec la technologie, voilà. Ben, merci de répondre à notre invitation pour la deuxième fois. Merci beaucoup, merci à vous. Alors, Monsieur Abdelahi Tous, vous êtes activiste et défendeur des droits de l'homme et également chercheur. Vous étiez président et fondateur de l'Observatoire Amazir pour les droits et les libertés, ainsi que président de l'organisation Tamainout au niveau national. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Juste ex-président de l'organisation Tamainout, je suis toujours membre, mais j'étais ex-président national. Autre chose, je vois pas. Bon, comme j'ai dit l'autre jour, un citoyen de Tamazra et du Maroc, voilà, et du monde. Vous êtes également chercheur. Oui, bien sûr, oui. Dans quel domaine, monsieur Akla? Tout ce qui est gouvernance, gestion de ressources humaines, sociologie politique, voilà. Bon, monsieur Tla, soyez la bienvenue une autre fois. La Constitution marocaine de 2011 a adopté le statut de langue officielle à Tamazirt, mais l'application et la mise en œuvre de cette officialité renvoie à une loi organique qui a été d'ailleurs adoptée en juillet dernier par le Parlement. Après 8 ans d'attente, monsieur Aklahitus, est-ce que cette loi répond aux attentes des activistes Amazir et au mouvement Amazir en général? 8 ans, je crois pas qu'on a attendu 8 ans, on a attendu plus. Et c'est pour ça que je veux bien rendre un grand hommage à tous celles et ceux qui ont milité, qui ont donné de leur temps, de leur sacrifice également pour qu'on puisse arriver là où on est maintenant, c'est-à-dire à ce stade de l'officialisation de la langue tamazight. Et également, je veux bien rendre hommage à ceux qui nous ont quittés et celles également qui nous ont quittés, les militants, les pionniers qui nous ont quittés. Monsieur Abdallah? Monsieur Abdallah? Comme j'ai dit tout à l'heure, M. Abdelahitus qui va nous parler de l'officialisation de la langue amazigh au Maroc, de loi organique, la constitution marocaine d'ailleurs, qui a adopté, comme j'ai dit tout à l'heure, le statut de langue officielle à la langue amazigh. Au Maroc, on a deux langues officielles, la langue arabe et la langue tamazight, mais l'application toujours et la mise en œuvre de cette officialité reste toujours renvoie à des lois organiques d'ailleurs qui ont été adoptées en juillet dernier, c'est-à-dire juillet 2020 et vraiment qui a ouvert un débat. ننتقل مس عبد الله حيتوس تنتقل غيلا غير باش تسكتي اختي كلي تيضنين مس لي لوا اورغانيك دايوغ الا فلاسن يعني هو البهراء يقوتن زغ الموفمون امازيغ سورين فلاسن لي زاسوسياسيون نتمازيغت
Ben, je tiens à vous présenter nos excuses parce qu'on a vraiment un problème de connexion avec Monsieur Hitous et qui essaye de régler ce problème dans quelques secondes. Comme j'ai dit tout à l'heure, que les associations Amazir et le mouvement Amazir oui, comme j'ai dit tout à l'heure, les associations Tmazir le mouvement Imar. إما غيسكر كي كان المقارات دي بارلمون يسكر كي كان المقارات دي ميدن اللي دار تزدايت النصوص نغد لي تكست لي لوا اورغانيك اللي ريزريغ البارلمون الا فلاسنيا يت لا ديسكسيون بهرام قورن الا فلاسنيا وال بهرام قورن في لي تكستاد اللي ريزرين لا ديوري نغد الوقت نكون يازو l'intégration l'amazigh la langue amazigh dans les secteurs publics, c'est-à-dire au niveau de l'enseignement, des médias, sur tous les secteurs publics. Il a 5 ans, 10 ans, 15 ans. على ارتيغيرا نغد على فان فاند لي الويد اورغانيك غيات الصيغه نغديات لا فورم لي اوربهرا يرضان نغد اورغانت لي زاتونت qui n'ont pas répondu aux attentes de mouvement Amazir en général. On va voir plus de détails, plus d'informations avec monsieur Abdellahi Tous. J'espère qu'il va nous rejoindre très bientôt. Agadir اللي تسمى comme capitale de Sousse ou capitale de Sud رجستيوس كانت بزاف لي زاكتيفيتي بزاف لي زيفينمون لي إزلين استمازيغت au niveau linguistique la culture sur tous les niveaux يغنسن مسد تامازيغ تسن يت الموفمون يت لاكسيون غتكيرا داشكو او نيفو يونيفرسيتير حتى او نيفو اسوسياتيف Une autre fois, je tiens à vous présenter nos excuses pour les problèmes imprévus. On va essayer de rejoindre Monsieur Hitus dans quelques instants. Comme j'ai dit tout à l'heure, que le mouvement Amazir, surtout le mouvement Amazir et les activistes Amazir au Maroc, ils ont essayé de sensibiliser les parlementaires avant le vote des contenus de textes, des textes organiques sur le processus des projets de loi organique relative à l'officialisation de la langue amazigh, bien sûr. Mais toujours, le problème, c'est que la langue amazigh a été toujours, et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, au Maroc, rejetée par une idéologie politique et religieuse qui considère Amazigh comme langue des séparatistes au Maroc. La langue amazigh aussi, je crois, comme il disait, Monsieur Hitus,
Monsieur Hitus avant-hier que la langue amazigh est en guerre aujourd'hui, mais en guerre contre qui? Contre les mentalités, contre l'idéologie politique, religieuse aussi, qui essaye de rejeter aujourd'hui cette langue en tant que langue officielle de tous les Marocains. Et l'utilisation de la langue française dans le secteur économique comme banque, assurance et entre autres menace les langues officielles ou bien les deux langues officielles, les deux langues nationales des Marocains. Bon, on va essayer de rejoindre monsieur, on va essayer. Bon, comme on n'a pas arrivé de rejoindre monsieur Hitus une autre fois. Et une autre fois, je tiens à vous présenter nos excuses pour les problèmes, des problèmes imprévus au niveau de la connexion. Et je tiens à remercier vivement tous les gens qui nous ont suivis durant cette semaine, durant toute la semaine des conférences qui ont suivi les conférences dès le lundi jusqu'à aujourd'hui. Je tiens à remercier vivement vous qui nous regardez dans tous les coins du monde, du Maroc, d'Algérie, de France, de Pays-Bas, Belgique, Canada, les États-Unis, tous les coins du monde. Et je tiens à remercier vivement toute l'équipe qui ont suivi et qui veille sur le live de ces conférences, surtout spécialement Monsieur Mustafa Sadi. Je tiens à remercier les membres de nos comités d'organisation ainsi que toute l'équipe. Voilà. Et je remercie chaleureusement aussi Monsieur. Je crois que n'a pu rejoindre Monsieur Hitus. C'est pas mon jour. Oh, bonjour, Monsieur Hitus. C'est pas mon jour, c'est pas bonjour. C'est pas grave. Bon, je ne sais pas ce qui est arrivé. Il y a une coupure de Coran. Donc, je disais que on était où? Allez-y, continuez, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je rendais hommage. Je rendais hommage à tous ceux et celles qui ont donné de leur temps, de leur sacrifice pour qu'on arrive là où on est actuellement, c'est-à-dire l'officialisation de la langue et la culture amazigh. Et pour cette occasion-là, je veux citer deux éminents militants qui ont énormément donné à la cause amazigh, à savoir Feu d'Abrahim Akhiyat et Masahmed Dgherni. Pourquoi ces deux figures du mouvement amazigh? Parce que tout d'abord, ils incarnent chacun une manière de faire, une manière de voir la cause amazigh et le militantisme amazigh. Et je les invoque également parce que ils ont tous les deux une analyse de ce qui se passe actuellement ou bien de la situation actuelle où on est, c'est-à-dire l'officialisation de la langue amazigh. Feu Brahim Akhiyat qui est le fondateur du mouvement amazigh au Maroc. Il est le fondateur du mouvement amazigh au Maroc parce qu'il est le fondateur clé de la première association amazigh, à savoir l'AMREC, créée en 1967. Feu Brahim Akhiyat avait insisté à ce qu'il fasse son devoir citoyen en participant au référendum sur la Constitution en 2011, alors que sa santé était
tellement critique. Pourquoi? Parce qu'il avait un problème de santé grave en 2010, un problème de santé qui l'a obligé de rester chez lui pour les soins, éventuellement pour récupérer. Mais en 2011, il a tout fait pour assister à ce référendum. Il a écrit dans son autobiographie éditée intitulée La Renaissance amazigh, telle que j'ai vécu son émergence et son évolution, que malgré son état de santé critique, mon état critique, j'ai voté la Constitution de 2011. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est un projet nouveau, c'est un Maroc nouveau que nous sommes en train de construire. C'est une page nouvelle qui s'ouvre pour le Maroc et les Marocains. Pour M. Dghernni, pour le gros militant Ahmed Dghernni, qui souffront ces jours-ci, on lui souhaite bon rétablissement pour qu'il revienne, comme on le connaît, un ardeur défenseur de la cause amazigh. Si Ahmed Dghernni, je l'ai visité il y a quelques mois chez lui à la maison et on a parlé de la situation actuelle des droits amazigh et également tout ce qui concerne l'officialisation de la langue amazigh. Pour M. Dghernni, il insiste sur une chose. Il insiste que peu importe le contenu de la loi organique 2616 relative à la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazigh, ce qui va compter, insiste M. Dghernni, ce qui va compter pour le futur de notre combat et celui de l'amazirité, c'est l'usage que les composants du mouvement amazigh lui réserveront. Ce sont les dynamiques, dit-il, sociales qui seront déclenchées et les batailles pour l'institutionnalisation de l'amazigh au sein même de l'appareil bureaucratique marocain. Donc, si deux pionniers du mouvement amazigh que tout oppose, comme j'ai dit, sont unanimes, ils ont des analyses qui convergent. Leurs analyses convergent en ce qui concerne au sujet de l'officialisation de la langue amazigh. Donc, et à travers leur analyse, il y a des témoignages également. Il y a des témoignages et également des messages qu'ils veulent faire passer à travers ces témoignages et leurs analyses. Pour les avoir côtoyés et connus de près, je retiens personnellement de leurs deux messages trois points importants que j'ai retenus de leurs messages. Le premier de leur message et de leur analyse. Le premier message, c'est que la bataille pour l'officialisation remportée ne signifie pas que la guerre pour une amazirité libérée des chaînes de l'exclusion et l'assimilation est gagnée. Donc, il faut insister là-dessus. On a gagné une bataille, mais pas la guerre de l'amazirité. Donc, le combat doit continuer et la vigilance doit être de mise et les militants et les militantes doivent continuer leur bonhomme de chemin de militantisme. Le deuxième message, consiste en ce que les défis à venir sont aussi énormes que ceux passés. Parce que maintenant, avec l'officialisation, il y a d'énormes défis que les militants amazigh doivent relever. Des défis dont on va parler dans la suite de cette communication. Le troisième message, c'est que pour être à la hauteur de ces défis, un changement de paradigme et de méthode doit être une priorité chez toutes les composantes du mouvement amazigh. C'est-à-dire, on doit changer de paradigme, on doit changer de méthode, on doit également changer de manière de faire. Autre message qu'on peut retenir, c'est que on a attendu, comme on a dit tout à l'heure, on a attendu presque de 67
jusqu'à 2018, c'est presque 50 ans, un demi-siècle. On attendait un demi-siècle pour que Tamazight soit officiel. Mais dans ce demi-siècle, il y a des étapes qu'il faut bien connaître, qu'il faut bien décortiquer, qu'il faut bien analyser pour savoir d'où l'on vient et ce qu'on a réalisé pendant ce demi-siècle. Il y a 3 étapes. La première étape, c'est celle entre 1967 et 1991. Dans cette étape-là, il y a c'est l'émergence, en 67, c'est l'émergence du mouvement Amazigh, c'est aussi l'extension sociale et organisationnelle, c'est-à-dire pendant les années 70, les années 80, c'est la création d'autres associations Amazigh, c'est Tamainout en 78, c'est l'Intilaq Thaqafiya en 76, c'est l'université d'Agadir également en 79, c'est l'association Amazigh au début des années 80 et d'autres associations. C'est-à-dire il y avait une extension sociale et organisationnelle du mouvement Amazigh. Il y a également la terreur, parce qu'il ne faut pas oublier que le mouvement Amazigh, son émergence coïncide également avec une terreur, avec ce qu'on appelle dans les annales politiques marocaines les années de plomb. Les années de plomb, c'est-à-dire ces années de terreur, ces années qui ont opposé, où le régime de Hassan II s'est opposé à ses opposants, et également il y avait 2 tentatives de coup d'État au début des années 70. Donc il y avait la terreur au Maroc, et la terreur a également impacté la mouvance Amazigh et les militants Amazigh. Puis il y a les sacrifices. Quand je parle de sacrifices, j'ai choisi pour cette communication 2 figures emblématiques de ces sacrifices, c'est Feu Ali Sidqi Azeikou et Si Boujma Abbas, 2 figures emblématiques également de ces sacrifices. Si Boujma Abbas, qui était un brillantissime jeune linguiste amazigh qui a été kidnappé, et jusqu'à date d'aujourd'hui, on ne sait pas quel sort lui a été réservé. Et Feu Ali Sidqi Azeikou, c'était un grand militant, un historien qui s'est sacrifié pour uniquement demander la relecture de l'histoire du Maroc. C'est-à-dire, c'est cet appel pour la relecture qui était le sujet d'un de ses articles, qui lui a coûté 1 an de prison en 1982. Pas uniquement 1 an de prison, mais également de lourds sacrifices familiaux et également de santé. Après toutes ces années, je ne vais pas oublier le travail immense de Tamainout également et de l'université d'Agadir et le travail immense de l'Amrek. Donc c'est tout ce travail-là qui a fait que le discours amazigh a pu être entendu et la conscientisation des masses a commencé. Donc on était obligé, le mouvement amazigh était obligé d'attendre fin des années 80 avec cette marge de manœuvre que le régime de Hassan II avait ouvert pour des raisons de politique intérieure, bien sûr, mais également pour des raisons de géostratégie internationale. C'est avec cette marge de manœuvre qui a été ouverte au Maroc que le mouvement amazigh a pu enfin voir le bout du tunnel fin des années 80. Et c'est à l'occasion d'une décision de l'université d'été d'Agadir que le tournant historique va être enclenché avec la charte d'Agadir de 1991 qui a débouché sur une revendication historique qui est celle de la reconnaissance du Tamazight en tant que langue nationale. Il faut bien retenir ce concept de national, c'est-à-dire qu'Amazigh en 1991 n'était pas encore en mesure de revendiquer
autre chose que le statut national à leur langue. Donc la charte d'Agadir, tout ce qu'il y a dans la charte d'Agadir, à part d'autres revendications, mais la revendication phare, c'est celle concernant la revendication, la reconnaissance du Tamazight en tant que langue nationale. Donc, il fallait, donc après 91, après la charte d'Agadir, qui est comme je l'ai souligné, un tournant historique dans le militantisme amazigh, il fallait attendre encore 7 autres longues années pour que les associations et activistes amazighs puissent enfin revendiquer la reconnaissance du tamazight en tant que langue officielle. C'était en 96 qu'on a enfin osé parler du tamazight en tant que langue officielle. Et c'est-à-dire l'opportunité qui nous a été donnée pour pouvoir la revendiquer haut et fort, c'était l'appel pour une révision de la Constitution qu'avait lancé Feu Hassan II, parce que on préparait le passage du témoin, c'était un jeu politique, on réorganise le jeu politique marocain, donc on avait besoin de l'opposition, et pour convaincre l'opposition d'adhérer à ce jeu politique, c'est-à-dire on préparait le gouvernement d'alternance qui a eu lieu en 98 pour pouvoir convaincre l'opposition de gauche essentiellement, c'est-à-dire Hassan II a voulu cette révision politique comme gage de garantie, comme une garantie à cette opposition qu'elle participe à tout ce qui va à toutes les préparations pour le passage du témoin. C'est-à-dire c'est en 96 donc que le mouvement amazigh a développé la revendication du tamazight en tant que langue officielle, et c'était le sujet d'un mémorandum adressé au roi Hassan II. Et c'est pour la première fois dans l'histoire du Maroc que les militants amazighs, que le mouvement amazigh a osé frapper directement à la porte du palais, et que le palais a répondu favorablement parce que, comme vous le savez, les militants, la délégation du Conseil de coordination des associations amazighes a été reçue par les conseillers les plus proches du roi Hassan II, à leur tête le conseiller André Azoulay. Donc, cette première dans l'histoire, c'est la revendication de tamazight en tant que langue officielle a pesé lourd sur la suite des événements. Elle a pesé lourd pour de multiples raisons. Pour faire vite, je vais énumérer ces raisons pour lesquelles la revendication de l'officialisation de tamazight en tant que langue officielle en 96 a été de taille et avait un poids lourd. Tout d'abord, la première raison, c'est que la lettre était l'outil par lequel le mouvement a brisé le plafond de verre. Pourquoi le plafond de verre? Parce qu'il y avait un plafond qui a été dressé devant le mouvement amazigh à ne pas franchir. On a essayé de le franchir en 91 en revendiquant tamazight en tant que langue nationale, mais on n'a pas pu aller au-delà. C'est-à-dire il y avait le plafond de verre qui était là, qui nous empêchait d'aller plus loin que ce plafond. Mais en 96, on a pu briser ce plafond de verre. La deuxième raison, c'est que le régime du feu Hassan II ne pouvait plus placer tamazight dans son point aveugle. Tamazight était toujours placé dans le point aveugle du régime. On ne voulait pas voir tamazight en tant que tel. On ne voulait pas voir le mouvement amazigh en tant que tel. C'est vrai qu'en 1994, avec les arrestations des Rachidia, des premiers mai Rachidia, avec les détenus politiques amazighs des Rachidia, le régime de Hassan II a fait une concession très minime, c'est-à-dire avec le discours du 20 août 1994, où pour la première fois, Feu Hassan II avait évoqué les dialectes berbères, pas le tamazight, le hajat, le barbaria.
et il avait donné ses instructions pour s'ouvrir sur ces dialectes à travers le journal télévisé de la première chaîne marocaine. Donc, le régime du feu Hassan II ne pouvait plus placer Tamazir dans son point aveugle. La troisième raison, c'est que la prise de contact direct entre le roi à travers ses plus proches conseillers et les leaders du mouvement Amazir a été superbement réussie. Pourquoi superbement réussie? Parce que tout d'abord, il y avait une audience qui leur a été accordée. La délégation se composait, si ma mémoire est bonne, de Feu Brahim Akhiyat, de M. Ahmed Dgherni, de M. Hassan Ibn Belqasem, de M. Mohamed Chami. Donc, la prise de contact a été réussie. La quatrième raison, l'historique manifeste Amazir ne pouvait, à mon sens, voir le jour sans tous ces actes préparatoires. Il était la cerise sur le gâteau. On parle beaucoup du manifeste Amazir de 2000, que certains appellent le manifeste de Mohamed Shafiq. Mais c'est le manifeste Amazir parce que même si Mohamed Shafiq était l'instigateur, il a été également le résultat d'un travail participatif. Mais on ne doit pas oublier que si on n'avait pas la charte d'Agadir, si on n'avait pas le mémorandum de 1996, s'il n'y avait pas un mouvement en ébullition, une dynamique militante, si on n'avait pas tout ça, qui était le fruit de la mouvance associative, on ne pourra jamais parler du manifeste Amazir de 2000. C'est pour ça que je l'appelle, que je dis que le manifeste Amazir était la cerise sur le gâteau. La cinquième raison, c'est que Tamazir aura désormais droit au chapitre royal et sera un des points de la fin du règne Hassan II et un dossier sur le bureau du roi Mohamed VI. C'est 96, 97, 98, 99, le roi Hassan II meurt et Mohamed VI était intronisé. Donc, déjà, le dossier Amazir était sur le bureau du roi. Le roi est mort, vive le roi. Donc, Mohamed VI a continué, devait se pencher sur ce dossier qu'il a, comme vous le savez, marqué de son empreinte et on va le voir plus tard. La dernière raison, c'est que pour la première fois, le premier ministre du gouvernement d'alternance, un premier ministre, c'est le premier ministre du gouvernement d'alternance, Fouad Rahman Yousfi, a réservé un paragraphe dans son discours d'investiture à Tamazirt. C'était une première dans les annales politiques marocaines. Donc tout ça pour dire ce qui a changé dans le paysage politique marocain et ce qui a changé en faveur de Tamazirt. Il y a également, on va maintenant passer à l'autre période. Alors, à l'autre période, c'est la période 2001 jusqu'à 2020. La période 2001-2020, comme vous le savez, il y a des événements phares dans cette période. Tout d'abord, il y a la structuration et le fonctionnement de l'ERCAM. Il y a la création de l'ERCAM, bien sûr, mais il y a ce qui est le plus important, c'est la structuration et le fonctionnement de l'ERCAM. Le fonctionnement, je dis bien le fonctionnement de l'ERCAM parce que si l'ERCAM, si les militants amazirs n'avaient pas bien négocié la création de l'ERCAM, on va se trouver déjà en 2001 avec un pseudo-institut qui n'aura pas la force qu'avait l'ERCAM en 2001. Il y a également l'amorce d'une institutionnalisation timide. Grâce à l'ERCAM, l'institutionnalisation a commencé. Pourquoi elle a commencé? Parce que l'ERCAM avait constitué des comités et ces comités avaient en charge de prendre contact avec les ministres. Et tout ça sous le contrôle du conseiller royal, feu Mzien Belfré, qui était chargé des dossiers Amazir par le roi.
de 2001 à 2020, il y a également l'intégration de Tamazight à l'école en 2003. Et c'était une première. L'intégration de Tamazight à l'école, c'était une première et c'était une revendication de taille qui a été mise en œuvre. Également, entre 2001 et 2020, on assiste à la fragmentation du mouvement amazigh entre pro et contre les Khan. Et c'est malheureux de dire que cette fragmentation nous a fait perdre énormément de temps, énormément d'énergie et également un nuit au mouvement et à l'Erkan. Cette fragmentation, il y avait des gens il y avait des militants, des associations qui se considéraient radicales. Pour eux, tous ceux qui sont pro-Erkan sont des Marzaniens et eux représentaient la frange radicale et militante et démocrate du mouvement. C'était de la pure idéologie, on le sait, mais ça nous a fait perdre énormément de temps. L'un des éléments phares également, c'est la création de la chaîne Tamazight. La chaîne Tamazight a contribué énormément à la vulgarisation du discours de conscientisation, soit à travers l'art, à travers également l'utilisation des trois expressions variantes linguistiques amazigh et également à travers tout le travail intéressant des fonctionnaires de la chaîne, mais également, dont la plupart étaient des militants du mouvement amazigh. Il y a également l'apparition du mouvement 20 février. Pourquoi le mouvement 20 février est très important pour le mouvement amazigh? Parce que tout d'abord, c'était un mouvement où Tamazight avait toute sa place. Pourquoi? Parce que les militants amazigh étaient également parmi les fondateurs de ce du mouvement du 20 février. Et parce que le mouvement du 20 février avait élaboré un cahier, si j'ose dire, revendicatif, et parmi les points de ce cahier revendicatif, il y avait l'officialisation de la langue amazigh. Et c'est la première fois où d'autres sensibilités politiques marocaines se sont mis d'accord avec le mouvement amazigh sur cette officialisation de la langue amazigh. Il y a également le discours du 9 mars 2011. Pourquoi? Parce que ce discours royal, qui était la réponse à la mouvance du 20 février, avait octroyé une place de taille à Tamazight, c'est-à-dire que lorsque le roi avait en quelque sorte tracé les grands points et la direction que devaient ces directives, lorsqu'il avait donné les directives au comité de la révision de la Constitution, il avait insisté sur le rang que doit occuper Tamazight. Il y a également la Constitution de 2011, comme vous le savez, l'officiel de Tamazight, puis la promulgation de la loi 2616 relative à la mise en œuvre de l'officialisation de la langue amazigh. Donc, toute la période de 2001 à 2020 était riche en événements. Il a été également très riche en militantisme, il a été très riche en dynamique, que ce soit les dynamiques sociales ou bien les dynamiques des militants amazigh. Donc, tous ces défis, donc, toutes ces étapes-là qui ont donné l'officialisation comme produit final ont donné naissance à un nouveau contexte. Ce contexte, c'est celui de l'officialisation de Tamazight au Maroc. Donc, un nouveau contexte qui nécessite de nouveaux outils, qui nécessite de nouveaux paradigmes, qui nécessite une autre manière de voir, c'est-à-dire qui nécessite un changement.
Pourquoi? Parce que on oublie que l'officialisation de Tamazight n'avait pas une seule cause. C'est-à-dire, il y a le militantisme amazigh, paf, donc c'est la cause, et l'effet, c'est l'officialisation. Non. Pour qu'on arrive là, on arrive à l'officialisation, il y a ce qu'on appelle la causalité systémique. Pourquoi? Il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs qui s'enchaînent, il y a des facteurs également, il y a une interaction entre les facteurs, il y a des facteurs endogènes, il y a des facteurs exogènes, il y a ceux qui ont une relation avec le militantisme amazigh, d'autres avec les enjeux de politique intérieure, d'autres qui ont une relation avec la géostratégie internationale. C'est-à-dire il y a énormément de facteurs qui sont entrés en jeu et qui ont donné l'officialisation. C'est pour ça que lorsqu'on parle de l'officialisation, il faut toujours avoir présent à l'esprit qu'il y avait une multitude de causes qui ont donné cette officialisation. Étant tous les produits des causalités systémiques, il y a toujours des contextes nouveaux, des contextes complexes et des contextes complexes qu'on ne peut affronter que par une volonté de changer, et c'est ce qu'on va voir par la suite. Dans cette figure de la situation actuelle, nous avons cette situation actuelle qui est présente devant vous. Il y a deux cercles. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de causes qui nous ont donné l'officialisation. Et ces causes systémiques font que la situation que nous vivons actuellement est une situation très complexe, et c'est elle qui a engendré les frustrations auxquelles on assiste actuellement au sein du mouvement amazigh. Il y a des frictions, il y a une perte de sens, il y a parfois des pertes de valeur, il y a également des gens qui sont perdus, carrément perdus. Il y a d'autres qui cherchent des issues. On parle tantôt de la politisation, d'autres parlent d'intégrer des partis politiques, d'autres parlent de créer un parti politique. Il y a de tout actuellement au sein des mouvements amazigh. C'est pour ça que ce cercle-là, il y a des flèches qui vont partout. Donc, tout le monde court dans un sens, et puisque tout le monde court dans un sens ou l'autre, il y a perte de sens. Perte de sens pour le militantisme amazigh. C'est pour ça que et dans l'autre, la figure qui est juste à côté de ce cercle, il y a les gens s'invectivent, voilà. Chacun prend l'autre pour responsable. Ceux qui veulent créer le parti politique, qui n'ont pas réussi à le créer, considèrent que des militants qui étaient contre le parti politique sont la cause du statu quo. Les gens qui sont des associations considèrent que ceux qui voulaient créer le parti politique sont les coupables. Donc on est dans une perte de sens, qui fait que nous devons absolument s'atteler et attaquer le changement de ce qui doit être changé. Donc, voilà, c'est time for change. Donc, on doit changer. Nous sommes arrivés à un stade où les choses doivent changer. Je veux partager avec vous juste quelques citations sur le changement qui sont très révélatrices. Des citations qui peut-être vont nous permettre, vont nous aider à réfléchir chacun de son côté. Il y a une citation que j'aime beaucoup de Léon-Paul Fargue, un écrivain et poète français, qui dit en substance: le guerrier victorieux remporte la bataille,
puis part en guerre. Le guerrier vaincu part en guerre, puis cherche à remporter la bataille. C'est une citation qui me parle beaucoup parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, au tout début de ma communication, nous avons gagné une bataille, juste une bataille. La guerre est devant nous, la guerre pour la mazirité, la guerre pour le sens, la guerre pour un avenir meilleur pour les gens, tous les gens tout d'abord les citoyens marocains, puis les citoyens de Tamazra, puisqu'on parle du Maroc. Mais le rêve, notre grand rêve, c'est que tous les citoyens de Tamazra, des pays de Tamazra, puissent jouir de leurs droits et vivre dignement sur la terre des ancêtres. Il y a également une autre citation d'un humoriste français qui dit en substance que vaut mieux penser le changement que de changer de pansement. Et dans le cas qui nous concerne, changer le pansement, c'est-à-dire essayer toujours des petites solutions par-ci, par-là. On va adhérer, on ne va pas adhérer, on va faire ceci, des petites dynamiques comme ça, mais qui ne créent pas la différence et qui ne nous laissent pas aller de l'avant. Donc, il vaut mieux penser le changement que de changer le pansement. Pour les leviers, je vais terminer peut-être avec les leviers de changement. Il y a beaucoup de leviers de changement. Dans le changement des organisations, il y a beaucoup de leviers. J'ai travaillé sur le contexte du mouvement Amazigh. J'ai pu déceler 7 leviers pour qu'on puisse aller de l'avant. Le premier levier, c'est un diagnostic, les diagnostics. Nous avons besoin pour sortir de cette situation confuse, de cette situation de perte de sens, de cette situation qui nous ligote, qui ne laisse pas aller de l'avant, de comprendre le contexte et évaluer l'importance du changement. Nous devons évaluer le contexte. Il y a au sein du mouvement Amazigh, tous les militants sont des braves. Tous les militants ont de bonnes intentions. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que nous avons un contexte qui a changé de fond en comble. Un contexte très complexe, celui de l'officialisation et celui du Maroc d'aujourd'hui. Donc, nous devons le comprendre. Nous devons comprendre ce contexte tout d'abord, l'analyser, le diagnostiquer et puis l'évaluer. Et évaluer l'importance du changement à opérer, à attaquer. Deuxième levier, c'est la participation d'un large éventail d'activistes à la phase du diagnostic. Pourquoi? Parce que le changement ne vient pas d'en haut. Ce n'est pas 2, 3 ou 4 militants qui vont décider du changement. Le changement doit émaner d'une participation large, de ce que j'appelle un brainstorming géant. C'est-à-dire les gens doivent se retrouver entre eux, discuter, débattre, dire les choses telles qu'elles doivent l'être. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une situation qui nous impose d'être dynamiques, vivaces, courageux, audacieux, mais francs avec nous-mêmes et avec les autres. Donc, il nous faut la participation d'un large éventail d'activistes à la phase des diagnostics. Il nous faut également une communication autour du changement souhaité. Pourquoi la communication autour du changement souhaité? Maintenant, Tamazigh et Mazigh ont besoin que les militants ont besoin que un large éventail des Marocains et Marocaines s'approprient Tamazigh. Et pour s'approprier Tamazigh, nous devons communiquer autour de Tamazigh. Également, nous devons communiquer autour des changements souhaités. Pourquoi souhaités? Parce que c'est la situation de changement qu'on veut atteindre. Nous sommes dans une situation A, qui est celle de cette situation, de ce contexte confus, flou, où il y a une perte de sens, à une situation B souhaitée,
où tous ces problèmes-là liés à ce contexte flou confus seront réglés. Également, il y a comme quatrième levier la formation des bases pour les outiller, pour comprendre le pourquoi, le comment et le quand du changement. Ce qui est un peu intriguant dans la situation du mouvement Amazigh, c'est que les gens n'ont pas encore compris pourquoi on devait changer. Les gens sont frustrés sans savoir que c'est le contexte qui a changé et qu'ils doivent changer. Les gens sont frustrés sans savoir pourquoi ils sont frustrés. Que ceux et celles qui ont compris pourquoi ne sont frustrés, ou bien ne serait-ce, ils ont des idées derrière, donc qu'ils communiquent autour et qu'ils encouragent les autres à se réunir pour, dans le cadre du brainstorming géant dont j'ai parlé. Donc, cette formation est très importante. Je sais très bien que les associations Amazigh forment. Actuellement, il y a énormément de dynamique chez les associations, chez Tamaïno, chez Azta, chez l'université. Il y a beaucoup de dynamique. Mais ce qui pose problème, c'est la perte de sens. Ça, c'est ce qui perd c'est ce qui rend la situation un peu difficile, c'est la perte de sens. Le cinquième levier, c'est la publication des résultats de ces trois phases pour garantir l'ancrage du changement au changement. Donc, pour qu'il y ait changement, il faut qu'il y ait ancrage. Pourquoi ancrage? Parce que maintenant, à force de parler du changement, à force d'expliquer aux gens pourquoi on doit changer, pourquoi, par exemple, on doit changer de paradigme. Je vais donner un exemple. Il y a des gens qui sont toujours dans la situation victimaire. Donc, ce qu'on appelle le syndrome victimaire. C'est-à-dire que Imazir sont la victime, il y a un bourreau qui séquestre Imazir, Imazir qui est exclu et marginalisé. Ça, c'est un paradigme ancien qui est lié à un contexte dépassé. Pourquoi? Parce qu'actuellement, nous avons une loi cadre. Tamazir est officiel. Tamazir est dans les institutions. Et maintenant, c'est au mouvement Amazigh d'attaquer. D'attaquer comment? D'attaquer intelligemment. Attaquer les bureaucrates pour qu'ils fassent leur travail. Attaquer les politiciens pour qu'ils assument leurs responsabilités, pour qu'ils respectent la loi suprême qui est la Constitution. Et pour ça, donc, doit sortir comme paradigme, on doit sortir du paradigme ancien pour développer un nouveau discours qui rime avec le contexte actuel. Donc, on a besoin de changer de paradigme. Ça, c'est juste un exemple de ce qui doit être changé parmi tant d'autres. Et également, j'ai oublié, pour la formation, il y a le transfert intergénérationnel et c'est très important. Le transfert intergénérationnel, j'ai parlé tout à l'heure de feu d'Abraham Akhiyat, de Masd Gherni, d'autres militants parmi les pionniers et les fondateurs, mais il faut aujourd'hui également qu'on parle de la génération Y, c'est-à-dire tous les natifs de 1985 et également de la génération Z, qui sont les natifs des années 2000. Ces jeunes-là, qui parlent un autre langage, qui sont hyper connectés, qui ont besoin d'un nouveau discours, qui sont tout d'abord des citoyens du net, du monde virtuel, ils sont tout le temps connectés. Il faut qu'on parle à cette génération d'Amazigh. Il faut qu'on leur parle. Il faut qu'on développe un discours ce qu'ils attendent, un discours qui répond à leurs besoins. Un discours également qui les fait participer, qui les implique. Donc, ce n'est pas une mission facile, mais on doit s'atteler. On doit travailler dès maintenant pour que ce transfert intergénérationnel puisse se faire dans les conditions les plus favorables. Le sixième levier, c'est l'accompagnement des compétences chargées d'implémenter le changement. Nous avons énormément de compétences au sein des mouvements Amazigh, mais ces compétences-là sont un peu éparpillées. Il n'y a pas assez de contact entre toutes ces compétences. C'est pour ça que les retrouvailles, cet effort participatif, ce brainstorming géant peut réunir toutes ces compétences autour d'une seule table, se parler,
essayer de trouver des points communs, des schémas d'ensemble pour aller de l'avant. Et c'est à eux, ces compétences-là, d'accompagner ce changement. Et comme dernier levier, c'est un comité de pilotage pour s'assurer du bon déroulement du changement et pour évaluer chacune des étapes franchies. Je ne parle pas, c'est pas de la conduite du changement pur et simple, non. Ça, on l'a déjà fait en tant que mouvement Amazir. Tout ce que je viens de dire était déjà fait. Lorsque les militants Amazir, après la charte d'Agadir en 91, avaient décidé de créer le conseil de coordination des associations Amazir en 93, ils l'ont fait pas n'importe comment. Ils l'ont fait après diagnostic de la situation. Ils l'ont fait avec tous les outils d'un management de leur temps. Et je donne juste un exemple. La clé de CISAM pour entrer au sein du conseil de coordination, c'était la signature de la charte d'Agadir. C'est-à-dire, pour toute association qui veut intégrer le conseil de coordination des associations Amazir, elle doit tout d'abord signer la charte. Pourquoi? C'est la clé de CISAM qui avait été imposée à tous ceux qui veulent adhérer. C'est pour la cohésion du groupe. Cette cohésion du groupe qui a permis au Conseil national de coordination de faire énormément de choses pendant la période 93 et 98. C'est des choses énormes qu'avait réussi à réaliser le Conseil de coordination. C'est-à-dire, le changement, on l'a fait. Mazir, il était toujours dans le changement perpétuel. Pourquoi? Parce qu'on était parti de rien en 67, absolument rien, et avec énormément d'adversaires, avec des adversaires politiques de taille, avec un régime qui ne veut pas entendre parler du Tamazigh. On est parti de rien, et au bout de 50 ans, on est arrivé à l'officialisation de Tamazigh. C'est-à-dire nous sommes toujours en perpétuel changement. Soit on suit le changement, soit on le provoque. Parfois, on provoque le changement. Et c'est ce qu'on doit faire actuellement avec l'officialisation. Parce qu'avec l'officialisation, c'est une autre page, un autre chapitre de notre histoire qui est ouvert. Et on doit être à la hauteur de ce chapitre. En guise de conclusion, je vais conclure avec un éminent leader du mouvement Amazir à travers le monde, c'est Feu Dalmouloud Mamri. Pourquoi j'ai choisi la figure de Dalmouloud Mamri? Je l'ai choisi pour de multiples raisons. Tout d'abord, imaginons tous si jamais la fameuse conférence de Dalmouloud début des années 80 n'avait pas été interdite. Donc, pas interdite, il n'y aura pas de printemps berbère, il n'y aura pas beaucoup de conséquences et d'effets produits par le printemps berbère. Imaginons simple, c'est-à-dire c'était quelqu'un, un fondateur, un grand fondateur, pas un fondateur au niveau de la Kabylie ou de l'Algérie, mais un fondateur au niveau de Tamazra. Et ce qui est particulier chez Damouloud, c'est qu'il est à cheval entre l'Algérie et le Maroc, entre l'Algérie et la Kabylie, son pays natal, et le Maroc, où il a vécu, non pas comme un citoyen lambda, mais comme étant le neveu du secrétaire particulier du roi du Maroc. Et c'est son oncle qui avait, et c'est l'histoire qui parle, et son oncle, c'est lui qui avait, lorsque le maréchal Lyoté lui a demandé qu'il est celui des fils du roi le plus à même d'être à la hauteur de la responsabilité, il avait désigné Feu Mohamed V. Donc, c'est une figure que je voulais tout d'abord, on veut lui rendre hommage parce que, comme j'ai dit tout à l'heure,
Si aujourd'hui nous sommes arrivés là où on est avec l'officialisation de Tamazir, c'est grâce à tous les fondateurs. C'est grâce aux efforts et aux sacrifices de tous les pionniers. C'est grâce aux sacrifices de toutes les générations qui sont venues après celles des pionniers et des fondateurs. تنميرت مس عبد الله حيتوس عاود نكوني نرنتيني تملا نربي في لي فونداتور في لي ميليتون لي ام اثنين دارن سوتور تيغزي ان العمر تدوسي يكوشي لي ميليتون انفاتيغابل اللي سنيت رسم سوتور تدوسي qui sont prêts à tous les sacrifices qui les سنيت دا سينويات نغيلا لا جينيراسيون نغيلا المشعل ركنتيني تنمرتنك من صوت الله حيتوس فدراوات ديال غورتك تكملت غير يا منا والكتوبه تنمل غيم الدكر كانت دارنا 5 مينوت توتال يا واخا يا الا هو نسبرايم اخيات غاد إيغا ريفالكي ميدن اللي تفكرني غلو شونجمون غيزين لو موفمون امازيغ ريفالكي غران واشكو سي لوتوبيوغرافي نمس ابراهيم اخيات يس توك نتغاوسيوين اللي سي خصايا تنتيسنف لو موفمون امازيغ ما يدي كاد مانيرا اللي غادي اظنين نمس بو يعقوب انير في المساله الامازيغيه في المغرب والجزائر كاع مهم بزاف اش كاريسكار لا كومباريزون نقرا تمازيغت الجزائر تمازيغت المغرب كاع مهم بزاف الي غادي نسي وعزي يفولكيان غاد غلا بيريود غير اللي نتيني لو شونجمون قال الدكتور انا عزي في نشاه الحركه الثقافيه الامازيغيه بالمغرب فولكي اشكو غور نسيماني دنكا يشقان السمانين درا si on ne sait pas d'où on vient, il est difficile de donner un sens à ce qu'on fait et à ce qu'on va faire demain. Il y a également la construction humaine de l'islam, Mohamed Harkoun. C'est là où il a rendu un grand hommage à son ami Dalmouloud Maamri. Et il a également cité ce que je viens de dire au sujet du passage de Dalmouloud ici au Maroc. Tanmert. Merci infiniment, monsieur Abdallah Hitous. Malheureusement, il n'y aura pas de débat car on doit s'arrêter maintenant parce qu'on a pris de retard de 30 minutes. Et que la plateforme va être occupée par d'autres Amazirs de plusieurs pays qui travaillent sur des projets de solidarité et de développement culturel. Nous devons leur laisser la place. Mais c'est promis pour monsieur Abdallah Hitous que tu reviendras très prochainement et très vite pour débattre avec nous parce que tu poses vraiment des questions qui nous bousculent et qu'on nous remettre en cause et en question, monsieur Abdallah Hitous. Merci, c'est gentil à vous et bon courage à tout le monde. Merci. Toutes nos excuses à celles et à ceux qui nous suivent. Nous très vite un nouveau rendez-vous avec monsieur Abdallah Hitous, n'est-ce pas, monsieur Abdallah? Inch'Allah. Afin de répondre aux questions des gens qui Bon, merci infiniment, merci à vous qui nous suivez de tous les coins du monde, de France, de Maroc, l'Algérie, Canada, les États-Unis, Pays-Bas, Belgique, la Belgique, les États-Unis. Merci infiniment pour vos encouragements. Je tiens à remercier aussi l'équipe, membres de le comité d'organisation et l'équipe qui nous suit de Paris et qui vit sur le live durant toute la semaine. Je tiens également à remercier le coordinateur de ces conférences, monsieur Anir Hussein Bouyaqoubi. Je remercie chaleureusement et très reconnaissante envers tous les intervenants qui ont partagé avec nous durant toute la semaine leurs connaissances et leur expérience de chacun dans son domaine. Monsieur Rachid Oubaraj, monsieur Khalid Al-Ayoud, monsieur Lahsen Bakri, monsieur Ahmed Saber et monsieur Abdallah Hitous. Merci infiniment. Et ce soir, vraiment, comme d'habitude,
Je vous souhaite une excellente soirée à vous, Monsieur Hitous, et à tous les gens qui nous suivaient et à nous-mêmes. Et Inch'Allah, on vous donne rendez-vous très prochainement avec des autres intervenants dans d'autres domaines qui sont toujours liés à Tamazir. تعرف ستور خاكم زرق من نوريا جوجل رد ديون نمكار كله ما يزدين فتمازيغت ينبقي وانا إيمينوت أنا مكار غمان نوريا جوجل تيمن سيوين